Bonjour à toutes et à tous. Merci de cet accueil dans l'atelier Contrat didactique, milieu didactique. Marie-Aude Roy, musicienne intervenante et chef de chœur, et moi-même, Monique Loquet, professeure universitaire N2, vous présentons notre travail portant sur la notion de milieu soi. L'étude s'intéresse à l'apprentissage du chant. Dans un premier temps, nous caractérisons plus précisément les notions utilisées. Tout d'abord, par milieu didactique, nous entendons ce qui se passe entre eux, l'élève et l'environnement, autrement dit, les différents objets qui l'entourent dans les situations proposées. Nous considérons le milieu comme la dynamique du rapport entre le problème que l'élève doit travailler, les capacités épistémiques et les habitudes d'action de l'élève, autrement dit le déjà là, et les transactions avec autrui, professeurs, autres élèves. Le milieu est créé par l'enquête de l'élève, c'est-à-dire par une relation d'attention vers certaines choses. C'est une question de signification, car le milieu suppose que les élèves interprètent activement les données de l'environnement et par là même en font leur milieu. La notion de milieu soi fait l'objet de questionnements en TACD. Le substantif soi est conçu comme une totalité corps, esprit, affect, et vise à dépasser le dualisme inégalitaire corps-esprit issu d'une longue tradition occidentale. Par milieu soi, nous entendons ce qui se passe lorsque nous devenons observateurs attentifs aux sensations de soi, lors de tout type d'apprentissage, qu'il soit artistique, sportif, intellectuel, manuel ou artisanaux. Ainsi, nous laissons de côté la question des perceptions ou de la conscience pour lesquelles les conceptions divergent. Sciences cognitives, philosophie de l'esprit, psychanalyse par exemple. Ceci nous amène à insister précisément sur le milieu sensoriel, lorsque les sensations de soi deviennent objet d'enquête. L'enquête sensorielle, de manière générale dans notre société, s'est aujourd'hui largement développée. C'est un thème d'actualité comme en témoigne la multiplication de méthodes fondées sur la relaxation, le yoga, la méditation. Toutefois, l'attention aux sensations n'a pas émergé brusquement à notre époque. Voyons-en l'antériorité historique. Nous dégageons globalement ici trois grandes étapes. On peut résumer une première étape dans le langage du XVIe siècle, où les 5 sens externes ont longtemps été considérés comme les seuls repères sensibles, décrits comme guetteurs ou satellites du corps, informant le dedans, siège de la pensée. Puis, avec les Lumières, est accordée de la curiosité à l'intériorité corporelle. Il y a dans l'homme un autre homme intérieur. Au début du XIXe siècle, la notion de sens interne est définitivement identifiée, son existence matérialisée. Le dedans physique existe comme machine vibratile, excitable, contractile. Jusqu'à la culture du soi sensoriel, culture nouvelle du corps au début du XXe siècle. L'homme peut adopter l'attitude d'autrui, intérioriser cette attitude envers lui-même et devenir objet pour lui-même, c'est-à-dire objet d'action et de transformation. Que signifie enquêter le milieu sensoriel ? Observer ce qui se passe dans l'intériorité de soi est un problème didactique ardu, qui ne peut se saisir que dans l'action. La question est développée concrètement à travers le cas de l'apprentissage du chant, un chef de chœur, des enfants en répétition. En quoi les transactions du chef de chœur avec les enfants permettent-elles d'atteindre leur soi, prenant en compte l'attention aux sensations physiques et l'effet obtenu rendant l'action de chanter efficace, comme dira le chef de chœur, un son doux et homogène. Il s'agit d'une chorale qui accueille après l'école, chaque semaine durant 1 heure, des enfants, 8 à 10 ans, venus pour chanter, disent-ils. Nous observons précisément Léna et Hugo, les 2 enfants au centre de la photo, de gauche. Le chef de chœur est un professionnel d'une 30aine d'années d'expérience. Chaque répétition est découpée en plusieurs phases. Les 2 premières, en jaune sur le schéma, font travailler sans son ni voix. C'est à la 5e phase, vocalise,
qu'une production sonore chantée se développe. On voit ainsi que le chef de chœur détourne d'emblée les enfants de la finalité de chanter et propose de faire silence à contre-courant des injonctions habituelles qui entraînent les élèves aussitôt à émettre un son. Il dit « Un musicien, c'est quelqu'un qui aime le silence. » Une conséquence, c'est un son. Ce n'est pas d'abord un son. Dans les 3 diapositives suivantes, nous présentons des extraits de transcripts et des images à 2 moments différents, début et fin d'année, novembre et juin, ce qui permet d'observer la progression des enfants. Tout d'abord, le silence. À gauche de la diapositive, en novembre, on installe un grand silence à l'intérieur de soi, dit le chef de chœur. Et quand vous sentez que le silence est bien installé, vous commencez à respirer. On voit Hugo qui se frotte les yeux, balance les jambes. Léna semble assoupie au fond de sa chaise, avant-bras sur les cuisses. Elle joue avec ses doigts. Juin. Allez, installez-vous. Vous commencez par vos yeux et maintenant on les ferme. Léna étire les jambes devant elle. Léna, laisse-toi aller. En 1 seconde, elle s'installe dans la durée du silence. Hugo est encore agité. Hugo, pareil, mets le pilote dans la cabine de pilotage. Cette image du pilote qui se glisse dans la cabine est connue des enfants. Elle suggère de se poser dans l'espace du dedans, les yeux fermés comme si on regardait en dedans. À la seconde phase, respiration, le chef de chœur, 2 premières photos à gauche, mime avec les 2 bras à hauteur de poitrine l'action du soufflet de forge qui, par analogie avec les poumons, se gonfle et dégonfle pour donner à voir la circulation du flux d'air, ressenti au niveau du ventre, une main posée sur le bas-ventre. Novembre. C'est parti. On vide et on relâche. On voit également que le chef de chœur, 3e photo à gauche, pose la main sur celle de Léna, qui a inversé le flux gonflé-dégonflé. Voilà, très bien, et on relâche. Voilà, là, tu es dans le bon sens. Juin. Vous êtes prêts? Vous contrôlez? Pousse son nombril, main au pubis. On voit ici que les postures érigées des enfants évoquent une colonne d'air bien en place. L'analyse didactique s'intéresse au savoir fabriquer du son sans l'exiger. Car rappelons-le, le chef de chœur obtient les dispositions posturales et vocales désirées sans les demander directement aux enfants. L'expérience de faire silence pour chanter paraît paradoxale et abstraite, dès lors où ne sont ni nommées ni corrigées la posture à construire, le son à produire. Premièrement, les conditions sont créées pour que les enfants identifient des sensations corporelles, un acte de déchiffrement qui s'ignore comme tel et exige un apprentissage spécifique. Nous disons que c'est par l'attention portée à nos gestes et mouvements que les sensations se révèlent à nous-mêmes. Là où l'attention se centre, la sensation devient tangible. 2 modalités sensorielles entrent en dialogue. Les sens externes, ouïe, vue, toucher, permettent un accès plus immédiat à des éléments ignorés de soi. Les sens internes, tonus musculaire dans l'allongement d'une colonne d'air, exigent une attention plus soutenue pour être maîtrisés par le chanteur. Les 2 modalités sensorielles constituent le milieu soi. C'est parce qu'elles s'articulent l'une à l'autre qu'elles permettent de sortir de l'opacité. Mais le milieu ne serait rien sans son couplage avec le contrat didactique. Coupler milieu-soi à contrat est une nécessité pour inscrire le rapport au milieu dans un devenir. Toute personne est porteuse d'habitudes et de techniques solidement ancrées dans la vie depuis le plus jeune âge. Au terme habitude, Mauss préfère le latin habitus pour désigner l'exis, l'acquis, rendu naturel par l'action de la culture. Faire silence, se tenir debout, poser les mains au repos, respirer, écouter, chanter
sont des techniques du corps naturelles et non nécessairement perçues ni explicitées. Nous parlons, quant à nous, de contrat. La dynamique milieu-contrat obéit alors à une règle d'équilibration, milieu sensoriel suffisamment riche et précis, relation au contrat suffisamment adéquate pour être opérante. Terminons cet exposé en analysant à présent cette dynamique. L'art de chanter, enseigné ici, appréhende le silence comme source du son. Dans cette conception, savoir chanter est le fruit d'un travail d'intégration, toujours en exploration. Le premier travail d'intégration est fourni par les enfants chanteurs, lorsqu'ils basculent d'un silence vu au dehors, ne pas bouger, à une attention au silence ressenti au dedans, qui est en réalité le contraire de l'inaction. On fait silence pour respirer, dira l'un d'eux. Or, la distinction dedans-dehors n'est pas une séparation dans l'espace. La progression d'un niveau au niveau supérieur résulte de l'action de respirer, habituellement automatique, devenue sensible à elle-même. Ce premier travail d'intégration tient à l'action conjointe avec le chef de chœur qui propose un ensemble de signes tactiles, visuels, auditifs, toniques et intègre le langage, image, histoire, pour parler la pratique. Le tout s'unifie en un système de signification sensible et esthétique, vers l'art de chanter, un son doux et homogène. Merci de votre attention.